Bonsoir à tous, merci Fabien Escalona. Effectivement, pour démarrer ce Mediapart Live spécial, nous allons revenir sur l'affaire Benalla qui, comme vous le savez, a animé ces derniers jours la rédaction de Mediapart et bien au-delà. Mais ce n'est pas le seul événement de la semaine. Et avant d'y venir, je voudrais donc qu'on parle de deux autres événements majeurs, puisqu'on a vécu un peu une semaine folle à Mediapart. Un événement chasse l'autre, mais il faut parfois prendre le temps de s'arrêter, et cette émission est l'occasion de le faire. Et je voudrais en discuter avec vous tous les deux. Fabrice Arfi, du pôle enquête de Mediapart, Marine Turki, du pôle enquête de Mediapart également, qui avait travaillé sur l'affaire Benalla, mais qui suivait bien d'autres dossiers dans la rédaction. Et chronologiquement, on va peut-être commencer par une décision majeure qui est peut-être passée inaperçue même pour nos lecteurs, alors qu'elle est pour nous extrêmement importante et pas que pour nous. C'est la décision qui a été rendue par la Cour de cassation mercredi dernier, il y a très exactement une semaine, dans l'affaire libyenne et qui concernait le recours, le pourvoi qu'avait fait Nicolas Sarkozy contre Mediapart sur un document que nous avions publié, qu'on a qualifié ici, qu'on a appelé la note libyenne. Et donc Nicolas Sarkozy a perdu définitivement, puisque la Cour de cassation nous a donné raison. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots, Fabrice, pourquoi cette décision est plus qu'importante, historique? Ouais, en fait, pour refaire le récit de tout cela chronologiquement, Mediapart avait commencé ses premières révélations sur ce qui deviendra l'affaire des financements libyens de Nicolas Sarkozy à l'été 2011. Et quelques mois plus tard, en avril 2012, on a révélé une note issue des archives du régime libyen qui date de décembre 2006, qui avait survécu en quelque sorte au bombardement de la coalition emmenée notamment par Nicolas Sarkozy pendant la guerre en Libye en 2011, qui était une note qu'on pourrait qualifier de promesse de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy à concurrence de 50 millions d'euros au moment de l'élection de 2007. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu 50 millions d'euros versés, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais c'était la promesse bureaucratique formée par le régime et plusieurs dignitaires du régime de Mouammar Kadhafi. Nicolas Sarkozy, qui était bien embêté sur le fond des révélations, a porté le fer judiciaire contre nous en contournant le droit de la presse, qui est un droit dans le cadre duquel on a à répondre de nos écrits, évidemment, devant la loi, puisqu'on n'est pas au-dessus de la justice, en nous accusant en quelque sorte du pire crime journalistique d'avoir publié un faux document. Il y a eu une enquête judiciaire qui a commencé dès 2012. Et au terme de quasiment 4 ans d'enquête avec 2 juges d'instruction et un service de police, Mediapart a été blanchi totalement par la justice, puis en appel a été blanchi par la justice disant que rien ne permettait ni de près ni de loin de dire que le document que nous avons publié était faux. Au contraire, c'est-à-dire que tous les témoignages, les expertises techniques nombreuses, hyper sophistiquées qui ont été faites, ont conforté la parfaite authenticité du document. Et Nicolas Sarkozy, dans ses manœuvres que je considère à titre personnel dilatoire, a cru pouvoir saisir la plus haute juridiction française, à savoir la Cour de cassation, pour lui demander de dire que la note publiée par Mediapart était fausse. Et voilà que quelques jours avant la tentative de perquisition dans une toute autre affaire, dans l'affaire Benalla, la Cour de cassation a définitivement rejeté les recours de Nicolas Sarkozy, en rendant d'ailleurs un arrêt qu'on n'aurait peut-être même pas nous osé écrire, tant il conforte le sérieux et la qualité et l'authenticité de la note que nous avons révélée. Donc c'est un camouflet judiciaire pour Nicolas Sarkozy. Si je devais prendre une métaphore sportive, on pourrait dire que c'est 3 pour Mediapart et 0 pour l'ancien président de la République, qui maintenant se retrouve seul, en quelque sorte, face à la vérité judiciaire et à l'instruction sur le fond du dossier. Oui, parce que ce n'est pas le coup de sifflet final de l'affaire libyenne, bien évidemment. Là, c'est la procédure qui nous opposait à Nicolas Sarkozy. Maintenant, il va devoir répondre de ses actes devant la justice par ailleurs. Absolument, puisqu'il faut rappeler que dans le dossier le plus important, qui est le dossier sur le fond, l'ancien président de la République, et ça c'est inédit dans l'histoire judiciaire de la République française, a été mis en examen pour corruption, financement illicite de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics pour avoir été financé par la dictature de Mouammar Kadhafi, dont il a fait semblant de découvrir en 2011 que c'était une dictature, après l'avoir accueilli comme personne, après lui avoir vendu des armes, du matériel d'espionnage, avoir essayé de lui vendre même du nucléaire civil, lui a fait la guerre, dont l'issue a été la mort, dans des circonstances que nous ne connaissons toujours pas précisément, du tyran, parce que c'était évidemment un épouvantable tyran, Mouammar Kadhafi. Il n'est pas le seul mis en examen. Claude
Claude Guéant, qui était son éternel numéro 2, qui était ministre de l'Intérieur, numéro 2 de l'Élysée, patron de la police, est mis en examen pour 7 chefs d'inculpation, dont la corruption. Éric Woerth, qui est l'actuel président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, est mis en examen car il était le trésorier de la campagne présidentielle dont les magistrats estiment qu'elle a été stipendiée par une puissance étrangère. Et puis d'autres personnes qui sont notamment les gens qu'on appelle pudiquement les intermédiaires, ici Ziata Kedin, là Alexandre Djouri, qui est retenu à Londres, qui va peut-être être extradé, sont également mis en examen. Et donc là, les prochaines échéances dans ce dossier, ce sera quoi? Alors là, l'enquête suit son cours, comme on dit, continue, connaîtra peut-être des développements, comme on dit aussi dans le verbiage médiatique. Ce qui est certain, c'est que dans quelques mois, un an et demi, l'enquête prendra son terme et les juges d'instruction devront décider s'ils rédigent ce qu'on appelle, désolé pour le barbarisme juridique, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Savoir si Nicolas Sarkozy et d'autres sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. Pour être jugés, pour un procès. Est-ce qu'il y aura un procès? Bon, généralement, les magistrats, quand ils mettent en examen, c'est parce qu'ils estiment avoir un faisceau d'indices graves et concordants. C'est le terme du Code de procédure pénale. Pour inculper, c'est le terme qu'on disait avant, on ne dit plus maintenant, on dit mise en examen. Ce qui veut aussi dire, il faut évidemment le dire, que quand on est mis en examen, on est aussi présumé innocent. Parce que tant qu'on n'a pas été condamné par un tribunal en France, on est présumé innocent et c'est bien normal. Mais les faits sont les faits et nous, journalistes, on n'est pas là pour juger pénalement, mais pour mettre sur la table des faits. Et aujourd'hui, le dossier libyen dans Mediapart comporte plus de 90 articles. Alors ça, c'était il y a 7 ans que nous avions publié cette note. Ça fait un bail. On remonte un peu dans le temps. On se retrouve en 2016, 4 ans plus tard, donc il y a 3 ans. Et là, une autre affaire emblématique qui n'a rien à voir pour Mediapart, mais qui est l'affaire Baupin, révélée par Mediapart et France Inter, et pour Mediapart par Lénaïque Brodou, qui n'est pas là aujourd'hui, parce que cette semaine se déroule un procès. On ne peut pas appeler vraiment le procès Baupin. Tu vas nous dire pourquoi, Marine Turki. Je t'interroge aussi parce que tu suis de très près ces affaires de violences sexuelles. Tu suis des procès, des instructions, tu mènes tes propres enquêtes. Et donc, tu as bien évidemment suivi cette affaire-là particulièrement. Et donc, il y a un procès qui concerne Denis Baupin, mais qui concerne surtout Mediapart cette semaine. Est-ce que tu peux nous raconter un peu de quoi il s'agit? Alors déjà, il faut expliquer que l'affaire Baupin, elle nous tient particulièrement à cœur à Mediapart, parce qu'en fait, c'est la première affaire MeToo en France révélée par un journal. En l'occurrence, Mediapart, qui a travaillé avec France Inter. Et Lénaïque Brodou, chez nous, a travaillé pendant des mois et des mois, avec d'abord des petites alertes, et puis ensuite, elle a remonté tous les fils, et ça a été une enquête extrêmement longue, qui a été publiée, comme tu le disais, en 2016. Effectivement, là, cette semaine, ce n'est pas le procès de Denis Baupin, puisque, en fait, la majorité des faits étaient prescrits. Et donc, le parquet estimait à l'époque que les faits étaient caractérisés, mais qu'ils étaient prescrits. Donc, il n'y a pas de procès de Denis Baupin aujourd'hui. En revanche, à l'époque, Denis Baupin avait attaqué en diffamation France Inter, Mediapart et aussi les femmes qui témoignaient dans cet article. Donc, aujourd'hui, il y a une douzaine de personnes qui sont devant la 17e chambre à Paris. Le procès a commencé lundi. Et puis, il dit beaucoup de choses aujourd'hui, de commencer de juger une affaire MeToo dans la presse au tribunal aujourd'hui. Alors, c'est intéressant parce que 14 femmes qui, aujourd'hui, défilent au tribunal, en plus des journalistes, pour raconter un petit peu ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont dénoncé. Et il y a eu une phrase notamment très forte d'Isabelle Attard, l'ancienne députée Isabelle Attard, qui a dit « Moi, je dis merci à Denis Baupin parce qu'aujourd'hui, il nous permet de dire un petit peu tout ce qui nous est arrivé, tout ce qu'on veut dénoncer aujourd'hui, et ce qui n'a pas été possible, faute justement de procès Denis Baupin, étant donné la prescription des faits. Donc, il y a eu des témoignages extrêmement forts à la barre cette semaine, dans une salle comble. Mais on a vu aussi un petit peu la difficulté encore en France de pouvoir un peu évoquer ces sujets MeToo et comment il y a des résistances très importantes. Alors, Lénaïque Brodou, notre collègue, a raconté avec minutie et détail toute l'enquête qu'elle a menée pendant des mois et des mois. Mais aussi, on a vu un certain nombre de témoins ou de personnes qui n'apparaissaient pas dans la première enquête de Mediapart et qui, là, ont dévoilé un petit peu tout ce qui a pu leur arriver pendant des années. Donc, c'était vraiment extrêmement intéressant. Et pourquoi elle n'avait pas pu parler? Pourquoi elle n'avait pas pu être entendue? Alors, justement, c'est assez intéressant d'entendre pourquoi, à l'époque, elle ne pouvait pas parler. Beaucoup expliquaient qu'il y avait un lien de hiérarchie avec Denis Baupin. Et ça, c'est le cœur de beaucoup de nos enquêtes sur les violences sexuelles, c'est qu'il y a souvent un lien de subordination, de hiérarchie. Et ça pose aussi la question de l'éventuel abus de pouvoir d'un certain nombre de personnalités dans tous les domaines, et pas seulement dans la politique. Mais là, effectivement, la plupart
Fr, travaillaient sous l'autorité de Denis Baupin. C'est un parti où tout le monde un petit peu se connaît. Et puis, beaucoup vivaient de leur travail dans ce parti. Donc, c'était difficile de pouvoir dénoncer cela. Et donc, ça, c'est une dimension qui est beaucoup ressortie cette semaine dans les débats à la 17e Chambre et sur laquelle il faut évidemment insister. Mais il y a un autre élément, c'est qu'aussi le premier article de Lénaïque Bredou et Cyril Graziani ont fait bouger les choses parce que beaucoup de femmes se sont dit « mais je ne suis pas la seule en fait ». Il faut savoir, contrairement à ce que répète l'avocate Denis Baupin, que ces femmes n'étaient pas en contact sur ce sujet à l'époque entre elles. Ce n'est pas un complot, comme essaie de le dire Emmanuel Pierrat, l'avocat de Denis Baupin. Au contraire, ces femmes se sont rendues compte très tardivement, au dernier moment un peu de l'enquête, qu'elles dénonçaient des faits pour certains extrêmement similaires. Donc la théorie du complot, là-dessus, justement, Mediapart l'a beaucoup démonté cette semaine. Ouais. Alors quand on lit l'article de Michel Deléan, qui est aujourd'hui sur le site, on a l'impression que finalement le procès intenté par Denis Baupin se retourne contre lui, puisque c'est l'occasion que n'auraient jamais eu, sinon ces femmes, de s'exprimer, de raconter ce qu'elles disent avoir vécu. Absolument, comme le dit Michel Deléan sur Mediapart aujourd'hui, on se demande finalement pourquoi Denis Baupin a porté plainte pour diffamation et qu'il a maintenu cette plainte, il aurait pu très bien la retirer, parce qu'aujourd'hui c'est évidemment le grand déballage. Pourquoi ? Parce que toutes les femmes qui sont prévenues, et puis les journalistes, on parle de 12 personnes aujourd'hui, toutes les femmes qui sont prévenues peuvent tout dire à l'audience. Dans une audience au tribunal, on peut tout dire, et puis évidemment il y a des journalistes très nombreux qui suivent ce procès, donc il y a des comptes rendus extrêmement détaillés d'audience, et ça c'est pour beaucoup des femmes une sorte de soulagement, de libération, de pouvoir passer à autre chose et d'avoir tout dit dans cette semaine-là. Et puis, il n'y a pas que les femmes qui dénoncent des violences sexuelles, il y a aussi un certain nombre de témoins qui ont dit ce qu'ils avaient pu voir ou entendre ces dernières années dans le parti, et puis s'agissant des accusations portées contre Denis Baupin. D'accord, donc on suivra la suite sur le site, puisqu'il y a une audience encore demain et une dernière vendredi, donc on pourra lire tout ça sur Mediapart, mais venons-en à la grande actualité de la semaine, puisque on a été très chamboulé à Mediapart, très choqué par ce qui s'est passé. Est-ce que, Fabrice, tu peux redire en quelques mots ce qui est arrivé lundi matin au journal à Mediapart ? Pareil, le meilleur des récits, c'est la chronologie. Jeudi dernier, avec Marine et Antionne Rouget, nous avons publié sur le site le fruit d'une enquête qui avait été débutée au mois d'août sur l'affaire Benalla, qui, avec une dizaine de sources indépendantes, on a appelé ça indépendantes. Alors c'est vrai que les gens ne comprennent pas forcément quand on dit des sources indépendantes, c'est-à-dire des sources qui ne sont pas dépendantes les unes des autres, et de nombreux documents inédits, dont des enregistrements sonores, un certain nombre de révélations sur l'affaire Benalla, puisque nous avons démontré que dans le cadre de l'enquête pour laquelle il est mis en examen avec le gendarme Vincent Kras, son grand copain, dans l'affaire des violences du 1er mai, il a violé ce qu'on appelle le contrôle judiciaire, qui est un contrôle qui interdit à ces deux hommes de se rencontrer physiquement, mais pas seulement, d'être en contact, qu'ils ont violé ce contrôle judiciaire qui aujourd'hui leur fait risquer la détention provisoire, non pas pour discuter de la vie de leurs enfants ou du dernier match du PSG, mais pour comploter contre la justice, puisqu'ils évoquent ensemble des destructions de preuves dans un certain nombre de dossiers. Il est même question d'aller nuitamment dans les locaux de La République En Marche, puisque M. Kras était le responsable de la sécurité du parti présidentiel, pour aller dissimuler des preuves judiciaires. Et surtout, si j'ose dire, et surtout des révélations majeures sur l'implication d'Alexandre Benalla du temps où il était à l'Élysée, où il était habilité secret défense, où il était dépositaire par fonction des secrets de la présidence de la République. Il faisait du business depuis la présidence avec un oligarque russe proche de Vladimir Poutine, qui est soupçonné par ailleurs par plusieurs magistrats européens d'être lié à la pire des mafias. C'est le volet affaire d'État, on peut dire, même affaire d'État au pluriel, de l'affaire Benalla. Alors, on va revenir sur cette affaire d'État par la suite, et notamment Marine qui pourra nous expliquer pourquoi on considère aujourd'hui que c'est une affaire d'État. Mais suite à ces révélations, donc, lundi débarque matin, au journal, soudain, alors pendant la conférence de rédaction, l'interphone sonne. Voilà, les gens qui nous lisent et qui nous regardent, à Mediapart, on a des conférences de rédaction, c'est-à-dire que la rédaction se réunit tous les jours pour discuter des sujets de la journée qu'on va publier ou pas. Et la grosse conférence de la semaine de rédaction, c'est le lundi matin. Donc il y avait plein de monde ici, on discute, etc. Et ça ne s'invente pas, on discutait des dérives liberticides du pouvoir en place, puisque Macron avait fait des déclarations en off sur la presse en disant qu'il fallait mieux contrôler la presse, qui n'était pas assez neutre d'après lui. Et puis sur, Fabien Escalona l'a dit tout à l'heure, sur le vote de la loi anti-casseurs, qui est dénoncé par à peu près tout le monde de progressistes dans ce pays comme une dérive liberticide manifeste. Et alors que la conférence touche à sa fin, vers 11h10, ça sonne, comme tu dis. Et alors là, en fait, c'est deux procureurs qui sont là, du parquet de Paris, accompagnés par un commissaire divisionnaire de la brigade criminelle, j'ai bien dit de la brigade criminelle, qui est quand même vertigineux, qui nous annonce « Bonjour monsieur, c'est pour une perquisition ».
Voilà, donc, pour la première fois dans l'histoire de Mediapart, qui va fêter ses 11 ans en mars, on veut nous perquisitionner. Et on veut nous perquisitionner dans le cadre de quoi ? Dans le cadre de l'affaire Benalla. Dans le cadre d'une affaire, nous apprend-on, qui a été ouverte, une enquête préliminaire qui a été ouverte par le parquet de Paris pour atteinte à l'intimité de la vie privée de qui, on ne sait pas. Et ils veulent récupérer les enregistrements et tout élément qui pourrait, par nature, quand il y a une perquisition, que des policiers pourraient, par la contrainte ou la surprise, venir ici voir des documents, voir des sources, voir des informations confidentielles. C'est-à-dire que les policiers, ce qu'on appelle une perquisition, serait rentrer dans les locaux, auraient pu voir des gens, des sources, des documents. Ça on prend, etc. Donc, violer le fondement même de notre travail, le secret des sources. Pourquoi c'est le fondement même de notre travail, le secret des sources ? C'est quoi le secret des sources ? Alors, le secret des sources, c'est pas le petit plaisir corporatiste des journalistes de se protéger derrière son petit doigt pour écrire n'importe quoi. C'est qu'en démocratie, n'importe qui a le droit d'informer des journalistes, voire même notre travail consiste à avoir des informations auprès de gens qui ne sont pas censés nous les donner, voire même violent des règlements ou la loi pour nous les donner. Et on a créé un secret des sources contre les abus du secret pour que ces personnes-là soient protégées et que c'est à nous d'assumer, y compris devant les tribunaux, après avoir évidemment vérifié l'authenticité des informations et leur intérêt public, de les publier pour alimenter le débat démocratique. Si on n'a pas ça, si on enlève le secret des sources aux journalistes, non seulement on n'a pas d'informations, mais ça nous condamne à ne plus être des journalistes, mais des attachés de presse, c'est-à-dire à relayer la communication des autorités officielles. Et donc cette enquête, Marine Turki, elle vise à trouver nos sources, en fait. Ah oui, mais c'est totalement ça, et ça pose un certain nombre de problèmes, parce que Fabrice l'a dit tout à l'heure, on enquête depuis l'été dernier. Donc effectivement, on a nos sources, à qui on garantit ce secret des sources, qui quand même est prévu et garanti dans la loi sur la liberté de la presse. Donc c'est un véritable problème. Et puis, on a fait des révélations sur les passeports, sur le contrat russe, on va y revenir avec un oligarque russe, et puis maintenant sur les détails un petit peu de cette perquisition et ce qu'il y a derrière la perquisition, parce que ce qu'on révèle ce matin, c'est qu'en fait, l'ouverture de cette enquête préliminaire et la tentative de perquisition lundi, à l'origine, on trouve en fait des éléments transmis par Matignon, par donc le pouvoir exécutif. Et ça pose évidemment un certain nombre de questions, parce que le parquet a été bien silencieux en début de semaine sur l'origine de l'ouverture de cette enquête. Et on découvre aujourd'hui que les bribes d'éléments qui ont été à l'origine de ce déclenchement d'ouverture d'enquête, c'est en fait Matignon lui-même qui l'a transmis. Donc c'est ça qu'on a découvert aujourd'hui, c'est-à-dire lundi matin, on est stupéfait, on découvre qu'une enquête a été ouverte, à l'initiative, semble-t-il, du parquet, même on ne comprend pas bien au début si une plainte a été déposée. Comment est-ce qu'il est possible, puisqu'on parle de violation de la vie privée, que le parquet ouvre une enquête d'initiative, alors qu'a priori il faut une victime pour qu'il y ait une violation de la vie privée. Et en fait, aujourd'hui, on découvre que l'origine de l'enquête, c'est Matignon qui transmet des éléments. Alors c'est Matignon, et c'est même à l'origine, si on remonte encore sur la chronologie, c'est une question d'un journaliste de Valeurs Actuelles qui est posée jeudi, donc juste après notre article qui révèle les enregistrements et les documents inédits de l'affaire Benalla, donc c'était jeudi 31 janvier. Valeurs Actuelles appelle Matignon et pose plusieurs questions, et notamment 2 questions sur l'origine des enregistrements, des écoutes. Est-ce que ce sont des écoutes administratives, et puis des questions sur le lieu de l'enregistrement. Et puis ces 2 questions vont déboucher sur quelques vérifications de Matignon, mais surtout sur une transmission d'éléments directement au parquet. Donc les réponses de Matignon sont transmises à la presse et en même temps au parquet, qui ne fait pas un signalement ou un signalement très, très officiel au titre de l'article 40, par exemple, qui impose à tout fonctionnaire de signaler un possible délit. Non, c'est un courrier qui a été d'ailleurs publié aujourd'hui, un courrier dans lequel il y a les éléments de réponse et les questions de Valeurs Actuelles. Donc ce sont des questions de Valeurs Actuelles qui sont du coup à l'origine de toute cette enquête via Matignon, donc via le pouvoir exécutif en place. Donc ça pose évidemment un grand nombre de questions, d'autant que le parquet, encore une fois, était extrêmement silencieux toute la semaine sur les raisons, les éléments qui avaient permis le déclenchement de cette enquête et donc la perquisition dans un journal. Parce que le premier acte, on l'a dit, là, c'était quand même d'essayer de perquisitionner chez Mediapart. Les éléments transmis par Matignon le sont vendredi en fin de journée. Et donc, lundi matin, les policiers... On a déjà vu quelque chose de semblable dans l'histoire du journalisme ? Il faut bien comprendre, et là je pense qu'il faut, quitte à être un peu solennel et grave, réaliser que c'est du jamais vu. C'est pas de Mediapart dont on parle, évidemment c'est de nous dont on parle, mais c'est du jamais vu ce qui s'est passé. Voilà un journal qui enquête sur le pouvoir exécutif, qui est la cible d'une tentative de perquisition menée par la brigade criminelle et 2 procureurs, dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet de Paris sur la foi de rumeurs
de rumeurs transmises par le même pouvoir exécutif, en l'occurrence Matignon, comme vient de très bien l'expliquer Marine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur la base de rien, sur du sable, le pouvoir exécutif, main dans la main avec le parquet de Paris auquel il est soumis, le parquet de Paris est soumis hiérarchiquement au pouvoir exécutif, ont bâti une fiction juridique pour créer une enquête dont le seul but est de trouver nos sources. Il n'y a pas d'autre but dans cette enquête, c'est de trouver nos sources. Et il y a des diligences qui sont faites. Alors évidemment, je rassure les lecteurs de Mediapart, nous savons tout des circonstances des enregistrements, mais nous n'en dirons évidemment rien, pour une raison simple, c'est qu'on ne va pas participer à la moindre discussion dont l'objectif de près, de loin, en creux, en plein, en délié, c'est de trouver nos sources. La seule chose qui compte pour un journal, c'est la qualité des informations que nous avons révélées. Et ce que nous avons révélé est parfaitement vrai. Il y a un homme qui est tranquille aujourd'hui dans cette affaire. Il s'appelle Alexandre Benalla. On a révélé qu'il a parjuré devant le Sénat. On a révélé qu'il a violé son contrôle judiciaire. On a révélé que depuis l'Élysée, il a fait du business avec un homme soupçonné d'être un mafieux russe par plusieurs magistrats européens. Et c'est à nous qu'on envoie la brigade criminelle pour trouver nos sources. Ce qui se passe aujourd'hui, ça a été un fiasco judiciaire parce que nous avons refusé la perquisition comme nous avons le droit. Évidemment que nous avons refusé. Mais ce fiasco judiciaire vire aujourd'hui au scandale politique. Il faut bien prendre conscience que dans n'importe quelle démocratie un peu mature, en Angleterre, en Allemagne, dans n'importe quel pays scandinave dont aime bien d'ailleurs se réclamer Emmanuel Macron, non seulement le procureur de la République aurait démissionné, mais la ministre de la Justice qui hier, en mentant, comme nous l'avons démontré, a protégé l'enquête illégitime du parquet de Paris devant l'Assemblée nationale aurait démissionné. Et même si c'était une démocratie un peu mature, un peu plus mature, le Premier ministre, toute honte bue, démissionnerait. Voilà un homme, Édouard Philippe, qui en octobre dernier revendiquait dans les colonnes du Monde, assumait d'être intervenu dans la nomination du procureur de la République, qui s'appelle Rémi Yates, qui est derrière cette enquête, qui est en réalité un habillage pour une chasse aux sources. Mais alors, parce que la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a déclaré devant le Parlement que les magistrats étaient indépendants et que, bien évidemment, le pouvoir politique n'était pas intervenu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est doublement faux, en fait, parce qu'en France, pour que les gens comprennent, les procureurs de la République, c'est des magistrats extrêmement importants parce qu'ils représentent les intérêts de la société. C'est le propre du droit pénal. Le droit civil, c'est entre personnes privées. Le droit pénal, c'est quand il y a les intérêts de la société qui sont en jeu. Et ceux qui le représentent, c'est ce qu'on appelle le ministère public, à savoir les procureurs de la République. Et leur pouvoir est énorme parce qu'ils ont ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Ça veut dire que c'est eux qui ouvrent les enquêtes. Non seulement ils ouvrent les enquêtes, mais ils en délimitent le champ. Donc c'est une puissance judiciaire énorme. Eh bien, ces procureurs très puissants en France sont soumis statutairement et hiérarchiquement au pouvoir politique, au pouvoir exécutif. Ce qui est extraordinaire, c'est que souvent on imagine que les procureurs, ce qu'on appelle le parquet dans le jargon, peut-être obéit à un ordre, etc. Mais là, on a pu le documenter. C'est-à-dire que là, et Matignon le reconnaît. Voilà, on a la preuve que derrière les diligences du parquet pour aller perquisitionner Mediapart, qui a choqué unanimement, pas que la profession, puis dans le pluralisme de la presse, des journaux de gauche, des journaux de droite, des journaux de centristes, des journaux d'ailleurs, peu importe, les syndicats de la presse, les juristes, des organisations des droits de l'homme, tout le monde, toute l'opposition politique a dénoncé ce qui s'est passé ici. Derrière, il y a une lettre, la bouche au cœur, de Matignon, une lettre qui ne dénonce aucun délit. On est quand même dans un défi cognitif. Le directeur de cabinet du Premier ministre qui saisit le parquet ne dénonce aucun délit. Il dit, il y a des allégations d'un journal, un journal qui s'appelle Valeurs Actuelles, je vous transmets ça pour info, et le procureur, ça devient par on ne sait quel tour de passe-passe, une enquête pour atteinte à l'intimité de la vie privée, alors que personne dans cette affaire ne se plaint d'avoir vu sa vie privée soi-disant violée. Alors Matignon, on le lit dans votre article, co-signé avec Antoine Rouget, Matignon dit nous, on n'a rien fait, on reçoit des questions, on se dit il y a peut-être quelque chose, donc bon, on transmet à la justice, comme ça ils feront le boulot. T'imagines si à chaque fois qu'un journal pose des questions à un ministère, il transmet au parquet les questions, parce que non seulement Valeurs Actuelles transmet des questions, mais ce qui est intéressant dans ce que disait Marine, c'est les réponses de Matignon. C'est que Matignon dément les soi-disant informations contenues dans les questions de Valeurs Actuelles. À tel point que Valeurs Actuelles ne fait pas d'article, d'ailleurs. Eh bien, voilà. C'est-à-dire que c'est parfait. C'est-à-dire que c'est un parallélisme que tu faisais, toi, tout à l'heure, quand on faisait un petit point d'enquête. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons Valeurs Actuelles qui pose des questions, Matignon qui dément, qui dissuade Valeurs Actuelles de faire un article parce qu'il n'y a pas d'information. Voilà. Matignon, avec les mêmes éléments, le transmet au parquet, ça devient une enquête dont le premier acte est d'envoyer la crime perquisitionner Mediapart. C'est-à-dire qu'avant même d'entendre Benalla, on n'est pas au courant de toute l'enquête, mais
Vendredi, ça se déclenche. Et lundi matin, à la première heure, ils sont chez nous pour perquisitionner. Exactement. C'est-à-dire que si on enlève le week-end, c'est le lendemain, en termes de jours ouvrés, c'est le lendemain de la transmission de Matignon. Non, c'est un scandale politique. Il faut prendre la mesure de ce qui se passe. C'est un scandale politique et j'espère que ce qui a été révélé par Mediapart ce matin sur l'origine politique de l'enquête du parquet illégitime de Paris, j'espère que ça va susciter un débat très au-delà des journalistes. Ce n'est pas une question de journalistes, là. On est au cœur du fonctionnement de la démocratie, avec un pouvoir qui se vante d'avoir nommé le procureur de la République dans des conditions qui ont été dénoncées par tout le corps judiciaire, puisqu'il faut rappeler que la ministre de la Justice, Mme Belloubet, le Conseil supérieur de la magistrature et Matignon avaient choisi un procureur pour Paris qui a été rayé d'un trait de plume comme une sorte de fait du prince par Emmanuel Macron, qui lui a préféré celui qui envoie la maréchaussée, à savoir la brigade criminelle, pour perquisitionner un journal qui a révélé des informations gravissimes sur l'ancien collaborateur. La brigade criminelle, c'est pourquoi la brigade criminelle ? On n'arrive pas à savoir concrètement. Alors, il y a des gens qui nous ont dit mais c'est parce que la brigade criminelle, ils ont une dimension affaire sensible. Mais rendez compte, les symboles, ça a du sens quand même. Nous, on serait un lieu criminel ici. Nous, on serait des criminels. Les enregistrements, ce serait criminel. Les enregistrements, ce sont des preuves matérielles que des délits gravissimes ont été commis par l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, qui, en novembre dernier, c'est il n'y a pas longtemps quand même, réclamait l'indulgence pour lui, y compris l'indulgence judiciaire. Le président de la République. Et là, il y a un homme qui est tranquille à l'étranger, paraît-il. On ne sait pas s'il est au Maroc ou à Londres, on entend un peu tout. Benalla, il est bien, tout va bien. Et en revanche, il y a la police ici qui veut venir trouver nos sources. Pourquoi ? Pour les tarir. Pourquoi ? Pour empêcher que nous enquêtions sur qui ? Sur le pouvoir exécutif. Qui a fait quoi ? Qui a saisi la justice ? Pour empêcher quoi ? Que nous enquêtions sur lui, etc., etc., etc. Alors, cependant, il y a quelque chose qui est un peu plus complexe, qui n'est pas forcément facile à saisir pour nos lecteurs, c'est qu'il y a une autre procédure judiciaire en cours, bien sûr, une information judiciaire menée par un juge d'instruction. Et dans le cadre de cette procédure judiciaire, il nous a été demandé, dans le cadre d'une réquisition, que nous donnions les extraits que nous avons publiés sur le site. Et nous avons accepté de donner ces extraits. Est-ce que, Marine, tu peux expliquer pourquoi ? Cette demande, elle a été faite, les dates sont importantes, vendredi 1er février. Elle a été faite d'abord à Edoui Plenel, en disant, voilà, une réquisition des bandes va arriver, des bandes que vous avez publiées jeudi. Edoui Plenel, vendredi, en fin de journée, autour de 17h de mémoire, accède à cette demande et dit, je vais vous mettre en contact avec les auteurs de l'article. Fabrice, lundi matin à 9h, avant donc la tentative de perquisition, fait un email pour prendre contact effectivement avec le policier en charge de cette enquête et effectuer la remise dans la journée qui a été faite effectivement lundi. Et on a aujourd'hui la garde des Sceaux qui explique qu'en fait on a transmis les bandes en réaction à cette pression médiatique suite à notre refus d'accepter cette perquisition. Ce sont deux procédures différentes. Dans un cas, on parle des juges en charge de l'enquête des violences du 1er mai qui s'intéresse au fond. Voilà, et puis qui vise Benalla et Kraz, Alexandre Benalla et Vincent Kraz. Et puis de l'autre, on a une enquête préliminaire ouverte vendredi par le parquet, dont, on l'a dit, l'un des premiers actes était de venir sonner ici pour tenter une perquisition. Donc ce sont deux affaires différentes. La garde des Sceaux fait mine de confondre, ce sont deux affaires différentes. Et nous avions, dès vendredi, expliqué qu'on donnait suite, qu'on donnait droit à cette demande de remise des enregistrements publiés jeudi. Pourquoi ? Parce que ce que veulent les juges indépendants, les juges indépendants de l'affaire du 1er mai, qui ont mis en examen Alexandre Benalla et Vincent Kraz, ce qu'ils veulent, c'est documenter, grâce à nos preuves que sont les enregistrements, la violation du contrôle judiciaire. Donc authentifier, en fait, ces enregistrements. Authentifier les enregistrements avec une conséquence potentielle énorme pour Benalla et Kraz, c'est la détention provisoire. Et c'est pour ça qu'on accepte de leur donner dans ce cadre-là. C'est habituel que Mediapart accepte de donner ce qu'ils publient. Voilà, alors Mediapart a une politique depuis 11 ans, on va fêter nos 11 ans en mars, c'est que nous n'avons aucune raison légitime d'entraver la marche d'une enquête, policière ou judiciaire, si on nous demande de communiquer des éléments qui sont déjà connus de nos lecteurs. Voilà. Donc nous, on n'a pas de problème à transmettre ce qui est déjà connu des lecteurs, puisque c'est connu des lecteurs. En revanche, il y a une ligne rouge qu'on ne traverse pas, c'est qu'on ne donne pas à l'autorité judiciaire ou policière des éléments qui ne seraient pas connus de nos lecteurs. Sinon, ça nous transformerait dans une sorte de rôle d'informateur de la police ou de la justice, et ça, c'est pas possible. Donc nous faisons toujours ça. Mais il y a eu une espèce de prise de judo qui a été faite par le parquet de Paris pour faire des enregistrements le problème, pas son contenu, les enregistrements en tant que tels. Et donc, évidemment, il n'est pas question de souscrire à une telle enquête et de donner le moindre élément à une enquête qui est créée pour nous empêcher de travailler. Alors en plus, quand on découvre ce matin que derrière tout ça, il y a en fait Matignon,
Voilà. C'est quoi l'objet, selon vous deux, de cette demande, en fait? La chasse aux sources, d'accord, mais pourquoi? Ça veut dire qu'on a un soupçon, qu'il y a un service de renseignement, une barbouzerie, quelque chose qu'il faut maîtriser à tout prix pour le pouvoir, pour comprendre d'où ça vient? Ou bien est-ce qu'il faut faire peur à nos sources potentielles? Il faut arrêter nos enquêtes? C'est quoi, en fait? Pourquoi ils font ça? À mon avis, c'est tout ça un peu en même temps. Je pense qu'on a un pouvoir exécutif qui est en panique face à l'affaire Benalla. Enfin, il faut quand même... L'affaire Benalla, c'est un homme de 27 ans qui, à chaque fait et geste, fait dérailler toute la machine étatique. Ce gars, quand même, pardon, je dis ce gars, M. Benalla, a réussi à faire dérailler le ministère de l'Intérieur, la préfecture de police de Paris, le Parlement, la présidence de la République avec les affaires du 1er mai, des violences du 1er mai. Il a réussi à faire dérailler le Quai d'Orsay et le ministère de l'Intérieur avec l'affaire des passeports. Et il arrive à faire dérailler aujourd'hui Matignon et la justice avec l'affaire des perquisitions contre Mediapart et l'affaire qui est une affaire d'État du contrat russe. Donc il y a une panique absolue. Comment cet homme seul arrive à faire ça? Et on sait que cet homme seul alimente la thèse du complot. Il a toujours alimenté la thèse du complot. C'est-à-dire que lui dit c'est un complot. Ah bah lui, il dit il y a toujours un complot contre lui. Hein. C'est-à-dire, voilà, il y a des services secrets étrangers, il y a des barbouzeries au sein même de l'État, un tel jouerait contre un tel, etc. Et lui serait sacrifié sur l'autel, comme ça, de la raison d'État ou des intérêts géopolitiques extérieurs, et qu'il n'est en fait rien, qu'il n'est qu'un pion pour faire mal à Emmanuel Macron à travers lui. Et on voit que cette thèse-là... Je ne sais pas à qui il la raconte, etc. Mais enfin, on sait, puisqu'il en a même un peu parlé dans certaines interviews. Après le 1er mai, il disait que c'était un complot. Bien voilà que, sur la foi de rien, ça devient une enquête judiciaire avec un parquet de Paris qui se fait un film complètement délirant pour essayer d'organiser légalement, enfin avec les atours de la légalité, une chasse aux sources scandaleuse. Il y a un troisième élément, on parle de Matignon, du pouvoir judiciaire, il y a aussi l'Élysée. On a fait un article, Hélène Salvin a fait un très bon article sur Mediapart pour raconter le silence assourdissant de l'Élysée, parce qu'évidemment nos révélations, elles embarrassent Alexandre Benalla et Vincent Kras, mais elles embarrassent évidemment aussi l'Élysée, et notamment sur un point, le contrat russe, dont on parle depuis le mois de décembre sur Mediapart et dont on révèle petit à petit... Tu peux rappeler en quelques mots, Fabrice l'a fait, mais pourquoi c'est une affaire d'État? Pourquoi on dit c'est une affaire d'État? Parce qu'il y a une date qui est importante, c'est que ce contrat est négocié et signé au moment où Alexandre Benalla travaille encore à l'Élysée. Donc il faut imaginer que c'est un conseiller élyséen qui négocie de bout en bout un contrat de sécurité avec un oligarque russe qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est proche de Vladimir Poutine, qui est aussi soupçonné de liens avec la mafia russe par plusieurs magistrats européens. Donc il profite de son statut et de son travail à l'Élysée à l'époque pour négocier un contrat de plusieurs centaines de milliers d'euros avec une personne qui est sulfureuse. Iskandar Mahmoudov, cet oligarque russe, est donc mis en cause par la justice en Espagne actuellement. Pour un contrat donc, qui vise à sécuriser en fait, la villa dans laquelle habite sa voilà, famille. Ses biens immobiliers en France et puis sa famille également à Monaco. Donc ça pose évidemment question parce que l'Élysée n'a pas réagi à nos révélations. Elle n'a pas là-dessus diligenté d'enquête interne, fait un signalement, demandé des explications là-dessus à Alexandre Benalla. Ça pose question parce qu'à l'époque, encore une fois, il était à l'Élysée. Oui, donc est-ce qu'il n'y a pas une mise en danger là-dessus? On peut imaginer que Mahmoudov, il y a des centaines, voire des milliers plutôt de boîtes de sécurité en France, s'il vient choisir Benalla, qui à l'époque n'a pas officiellement une boîte de sécurité, c'est bien parce qu'il est à l'Élysée et qu'il a accès potentiellement à des informations qui l'intéressent. Il y a un risque de compromission du sommet de l'État qui est énorme. On a un président de la République, M. Macron, qui parle quasiment à longueur de journée du risque de l'ingérence russe derrière les gilets jaunes, derrière tel ou tel média. Pourquoi pas, on n'en sait rien. Bon. Mais en fait, là, il y a une affaire d'ingérence russe sous son nez, c'est chez lui. C'est chez lui. Et il ne réagit pas. Et il ne fait rien. Alors, à Matignon, quand on a des questions de valeur actuelle, on transmet au parquet, ça devient une perquisition à Mediapart. Par contre, quand on révèle les preuves de l'ingérence russe d'un oligarque proche du président de la Fédération de Russie, M. Poutine, avec un homme qui est dépositaire des secrets de l'Élysée, M. Benalla, il ne se passe rien. C'est sidérant. Le contraste à chaque fois est sidérant. Mais est-ce que c'est possible que Emmanuel Macron, président de la République, ait été informé à l'époque de l'existence de contrat? C'est concevable, ça? Mais on n'a pas d'éléments pour le dire. On n'a pas d'éléments pour dire qu'il était... Mais aujourd'hui, la réaction de l'Élysée est incompréhensible. Je veux dire, on a l'impression que nous, à Mediapart, on se soucie plus des intérêts supérieurs de la nation et de l'éventuelle compromission de la présidence de la République que la présidence de la République elle-même.
C'est quand même. Il y a un élément qui devrait inquiéter l'Élysée, c'est évidemment le mensonge d'Alexandre Benalla. Parce que non seulement il ne le dit pas, mais enfin en tout cas, il ne nous le dit pas à nous, puisqu'il dit qu'il n'y a aucun lien entre lui et l'oligarque russe, mais il ment devant la commission d'enquête sénatoriale. C'est un parjure. On a détaillé justement tous les mensonges qu'a fait Alexandre Benalla et puis son ancien collègue Vincent Crasse devant la commission d'enquête. La liste est extrêmement longue. Puisqu'il avait dit notamment devant le Sénat, devant cette commission d'enquête, qu'il n'était mêlé ni de près ni de loin à ce contrat et que nous avons démontré l'inverse. Oui, il avait aussi dit qu'il n'était pas du tout lié à la société Mars, qui avait été créée par Vincent Crasse et qui est la première société qui reçoit justement le premier virement de ce contrat de l'oligarque russe au mois de juin dernier. Il dit qu'il n'a aucun lien et nous, on découvre en fait que Alexandre Benalla est un petit peu le chef officieux de tout ça. Il négocie de bout en bout et puis c'est lui qui fait le premier montage, le deuxième. Il discute d'ailleurs le 26 juillet avec Vincent Crasse du montage. C'est ce qu'on entend dans les bandes. Tout à fait. Il faut rappeler qu'ils se rencontrent ce jour-là, notamment et surtout pour gérer la suite du contrat russe, puisque effectivement la première partie du contrat se terminait fin septembre, et puis que l'affaire du 1er mai a jeté une lumière inattendue sur Vincent Crasse et sur du coup sa société Mars, et qu'il fallait absolument changer de portage. C'est d'ailleurs l'expression d'Alexandre Benalla dans nos documents, dans nos enregistrements. Il faut changer de portage, il faut que tu disparaisses, il dit à Vincent Crasse. Donc il faut en somme soit changer de gérant pour la société Mars, soit changer de boîte, comme ils disent, changer de société. Et c'est finalement ce qui va se passer, puisqu'ils vont choisir une autre société qui est, hasard, disent-ils là encore, pilotée par Yoann Petit, qui est un proche là encore de Benalla, et qui est l'un de ceux qui ont travaillé sur le contrat russe, l'un de ceux qui ont assuré la sécurité des propriétés et de la famille de Iskander Marmoudov. Donc là-dessus, Vincent Crasse comme Alexandre Benalla parlent de concours de circonstances, de coïncidences. En réalité, nous, on a pu documenter, et pas seulement avec les enregistrements, mais avec des documents, avec des photographies, l'implication personnelle d'Alexandre Benalla dans ce contrat, de la négociation à ensuite la suite du montage. Mais là-dessus, il y a une affaire en cours. La justice enquête là-dessus, à votre connaissance ? À notre connaissance, non. À notre connaissance, les seules suites à nos articles sont d'avoir les policiers qui viennent pour tenter de perquisitionner lundi de cette semaine. D'accord. À la fois, en fait, c'est à chaque fois ce qui est surprenant avec l'affaire Benalla, c'est le contraste, en fait. C'est le contraste entre la gravité de ce qu'on révèle et la mollesse judiciaire pour poursuivre Alexandre Benalla. Enfin, il faut se rappeler que nous, on a voulu nous perquisitionner avec la brigade criminelle. Il faut se rappeler que dans l'affaire du 1er mai, quand la police a voulu perquisitionner le domicile d'Alexandre Benalla à Issy-les-Moulineaux, enfin son ancien domicile, ils ont mis 48 heures à perquisitionner parce qu'en fait, Benalla n'avait pas les clés, puis les policiers, ils ne sont pas allés chercher un serrurier. Et dans l'intervalle, qu'est-ce qui s'est passé ? Une chambre forte a disparu. Une chambre forte dans laquelle il y avait... C'est un coffre-fort, un coffre-fort, oui, pas très grand comme ça. Un coffre-fort a disparu de chez Alexandre Benalla. Et Alexandre Benalla l'a reconnu lui-même sur procès verbal. Il a dit, oui, des personnes, il ne dit pas qui, des personnes l'ont mis en lieu sûr. Donc c'est une possible destruction de preuves. Il y a peut-être des documents, des armes, je ne sais pas moi, ce qu'il peut y avoir dans une chambre forte. Eh bien, le parquet de Paris, le même parquet de Paris, n'a pas décidé d'élargir l'enquête à cette disparition mystérieuse de la chambre forte, pendant que la police déploie énormément d'énergie pour ne surtout pas perquisitionner Alexandre Benalla. En revanche, sur la foi des questions des rumeurs de valeur actuelle relayées par le parquet de Paris, en même pas 24 heures, la brigade criminelle débarque ici pour chasser nos sources. La question de l'éventuelle destruction des preuves, elle se pose parce que dans le dernier enregistrement qu'on révèle, le 7e, on voit bien qu'ils discutent, Vincent Crasse et Alexandre Benalla, de la possibilité de détruire des preuves. Alexandre Benalla dit à Vincent Crasse, est-ce que tu as effacé les messages ? Il faut effacer. Et Vincent Crasse lui répond, oui, sur Velours, la société sous-traitante du contrat russe. Oui, j'ai effacé, bien sûr. Et puis, les flics n'ont pas pu voir mon portable puisque je l'éteignais, je l'allumais en audition. Donc ça pose quand même une vraie question qui devrait, encore une fois, intéresser la justice aujourd'hui. Fabrice, je crois que tu dois nous laisser parce que tu as des obligations. On poursuit quelques instants avec Marine. On a l'impression, et c'est paradoxal et à la fois passionnant pour nous en tant que journalistes, que plus on avance dans ce dossier, plus on révèle de choses. Après les violences du 1er mai, les passeports diplomatiques, après les passeports diplomatiques, le contrat russe, on nourrit le dossier, mais le mystère s'épaissit. Parce qu'à chaque fois, en fait, c'est comme si Benalla, on découvrait qu'il était encore plus et encore plus protégé et on n'arrive pas bien à comprendre pourquoi, ou je me trompe ?
Oui, surtout ce qui est déstabilisant, c'est à quel point Alexandre Benalla peut mentir effrontément. Au mois de décembre, il nous dit qu'il n'y a aucun lien entre lui et l'oligarque russe. Devant la commission d'enquête, il ne répondra pas à la question est-ce que vous avez rencontré ou non des intermédiaires de M. Iskandar Mahmoudov, mais il dira je ne le connais pas. Et nous, on découvre avec une photo notamment qu'il a rencontré le représentant français de cet oligarque russe à plusieurs reprises. On a une photo qui date de août dernier. Donc c'est la capacité d'Alexandre Benalla de nous mentir quand on met les éléments sur la table. Et aujourd'hui, on a un grand nombre de documents, on l'a dit, des photos, des enregistrements, des documents. Donc aujourd'hui, ça appelle quand même des réactions de son ancien employeur, l'Élysée, mais de lui-même. Effectivement, c'est une affaire à tiroir. À chaque fois qu'on avance, on trouve de nouveaux éléments. Et ce contrat russe, on n'a pas fini, évidemment, d'en parler aujourd'hui sur Mediapart. Ce contrat russe, il avait vachement intéressé la commission d'enquête du Sénat, qui a beaucoup interrogé Vincent Traz et Alexandre Benalla sur le sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, à la lumière de nos révélations, ils peuvent encore se réunir et poser de nouvelles questions, ou bien est-ce qu'ils doivent rendre leur rapport définitif? En tout cas, il y aurait de nombreuses questions à poser encore à Alexandre Benalla, y compris sur ses mensonges. Il refuse de dire à quoi correspond sa rémunération, puisqu'aujourd'hui, Alexandre Benalla travaille pour une société qu'on retrouve dans le contrat russe, justement. Il n'a jamais voulu dire à quoi correspondait sa rémunération. Il a touché à peu près 12 000 € au mois de novembre. Le Canard enchaîné révèle justement hier qu'il a touché à nouveau 10 000 € au mois de décembre. Il ne veut pas dire à quoi correspond cette mission. Et évidemment, pourquoi ? Parce que nous, on sait que cette société a continué de prendre ce contrat russe, a continué, ça marche par trimestre, continué d'assurer le relais pour assurer ce contrat russe. C'est un contrat qui porte sur quoi ? Quelques centaines de milliers d'euros au minimum ? Voilà, c'est exactement ça. En tout cas, c'est un contrat qui marche par trimestre. Donc, le mois de juin correspondait le virement qu'on a révélé au mois de décembre sur Mediapart, 294 000 € à la société de Vincent Crasse. C'était la première tranche de ce contrat. Et puis, il s'est poursuivi. En gros, il a basculé sur une autre société qui s'est créée comme par magie au moment où la société Mars fermait son compte au mois d'octobre. Donc les dates sont extrêmement troublantes et puis on a révélé ensuite la suite de l'histoire. C'est effectivement cette société France Cause Protection qui prend le relais de Mars, parce que Vincent Crasse doit disparaître, comme le dit Alexandre Benalla dans les enregistrements. Donc c'est France Cause Protection qui prend le relais du contrat russe et à notre connaissance, donc il a continué à la fin de l'automne. Donc ce qu'on soupçonne, c'est que Alexandre Benalla prend une commission en fait pour organiser ce contrat, pour mettre en œuvre l'équipe qui va pouvoir mettre en œuvre ce contrat de sécurité et qui prend une commission peut-être de plusieurs centaines de milliers d'euros pour cette petite mission. Ce qui peut faire réfléchir, dont il ne veut pas parler, qu'il ne reconnaît pas, etc., mais dont on a apporté les preuves qu'elle existait. Et donc, ce qui peut donner à penser sur est-ce qu'il devait, dans le contrat lui-même qu'il avait avec cet oligarque russe, donner autre chose, donner des informations. En tout cas, c'est cette question-là, nous... Ce qui pose question, c'est pourquoi Iskandar Mahmoudov va choisir Alexandre Benalla et la société Mars dans un premier temps, puis France Cause Protection dans un deuxième, parmi effectivement les centaines et les milliers de sociétés de sécurité qui peuvent exister. Puis d'ailleurs, est-ce que même il avait besoin d'une nouvelle société de sécurité pour assurer la protection de ses biens, sa famille? On imagine qu'il avait déjà effectivement des gardes du corps ou une équipe de protection. Donc ça interroge, parce que pourquoi les choisit-il? Est-ce qu'il y a une contrepartie à ces versements, encore une fois, de plusieurs centaines de milliers d'euros? Quelle commission a pris Alexandre Benalla? On sait que déjà, il est rémunéré par la société France Cause Protection. Est-ce qu'il y a d'autres rémunérations qui ont été perçues? La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on se heurte à un mur. Alexandre Benalla ne répond pas. Il a le droit de ne pas répondre devant la commission d'enquête du Sénat, comme ça, de dire « j'ai pas envie de vous répondre » ? Alors, en tout cas, il a déjà menti, et ça, il n'a pas le droit. On l'a raconté sur Mediapart. C'est puni d'une sanction qui peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, notamment. Donc, c'est un parjure, et c'est extrêmement grave. Il n'y a pas que lui qui a menti. Il y a Vincent Crasse qui a menti dans des termes quasiment similaires. Ils ont menti même sur le fait qu'il ne se voyait plus, puisque devant les sénateurs, il jure qu'il ne se voit plus à cause du contrôle judiciaire. Et nous, on a pu révéler qu'ils s'étaient vus le 26 juillet à Paris, une rencontre physique au cours de laquelle ils ont justement mis en place la suite du contrat russe et les montages nécessaires. On les entend réfléchir sur comment changer de société et qu'est-ce qui serait le plus discret. Et d'ailleurs, Alexandre Benalla croit savoir qu'il y a une enquête en cours sur la société Mars et qu'il faut donc se méfier, d'où leur discussion sur l'éventuelle destruction de preuves. Donc on voit Alexandre Benalla extrêmement informé et puis gérant de bout en bout tout le montage du contrat russe. Alors pour finir, est-ce que, au vu de ce que nous avons révélé, et donc de cette violation manifeste du contrôle judiciaire, une fois que la justice aura authentifié les bandes, puisque c'est ce que nous avons fait, bien évidemment, avant de les publier, est-ce que Alexandre Benalla risque de se retrouver en prison ?
En tout cas, avec les multiples tiroirs de cette affaire, il est aujourd'hui mis en examen pour les violences policières du 1er mai, mais il est aussi soupçonné de faux, ce fameux faux document d'après l'Élysée qui a été remis par Alexandre Benalla avec le papier en tête du chef de cabinet de l'Élysée. Il y a l'affaire des passeports diplomatiques, effectivement. Et puis aujourd'hui, le contrat russe, dont on parle depuis le mois de décembre sur Mediapart, et puis dont on se demande justement quelles sont les contreparties, les rémunérations qu'a pu percevoir Alexandre Benalla. Donc effectivement, il y a un risque réel. Il y a le premier des risques, mais sur la violation, oui, le premier des risques dans le court terme pour lui, c'est la détention provisoire pour avoir violé le contrôle judiciaire en rencontrant Vincent Crasse le 26 juillet dernier. Donc cette première révélation devrait interpeller normalement la justice. Et encore une fois, on s'inquiète, nous, du 2 poids 2 mesures là-dessus, donné par rapport à nos révélations de jeudi. D'accord. Merci beaucoup, Marine Turki. Merci. Bonne continuation pour la suite dans l'enquête. Et on va tout de suite continuer à débattre, et notamment débattre du rôle de la presse, de la liberté de la presse, puisqu'il n'y a pas que les perquisitions dans les journaux qui sont à l'ordre du jour, comme on va pouvoir en débattre à présent.